Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Personne n'en parle. Alors aujourd'hui, on a un super bel invité que je suis très honorée d'avoir aujourd'hui, Raïs Kibonge. Et je vais vous présenter aussi Vania qui co-anime avec moi aujourd'hui cet épisode. Bonjour Vania, Bonjour Elsie, comment ça va? ça va super, toi? Je suis contente que tu sois avec moi Ben aujourd'hui. écoute, c'est vraiment un privilège de Merci. faire partie de cette aventure Merci. cette année, en remplacement d'Angélique Mais qui peut pas être oui, là c'est aujourd'hui. ça, exact. Merci beaucoup et on pense à elle. On la salue. Oui, exactement, on la salue. Alors Raïs, comment ça va? Ça va bien, je suis très honoré d'être ici et d'apporter une certaine contribution. Mais oui, on est vraiment très contente de t'avoir aussi avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. On a, tu vois, des petites enveloppes ici pour toi parce qu'on Oui, veut vraiment, moi, au-delà de l'homme politique, moi, je veux connaître ton parcours, ton histoire. d'accord. Qui est derrière le conseiller municipal Raïs Kibonge? Quel est cet homme? Donc, c'est ça que j'ai envie d'entendre aujourd'hui. Donc, tu as des petites enveloppes Parfait. avec des petits mots. Elles sont dans l'ordre, donc tu peux les prendre. Tu peux commencer par la première. Super. Et le Ça mot. vient avec des prix et des punitions, genre. Donc, tu peux y aller. Alors, première enveloppe. Et le gagnant est. Ah! Bukavu. Mhm. C'est mon lieu de naissance. En fait, je suis né juste à côté, mais c'est mon lieu de naissance, d'enfance. C'est énormément de bons souvenirs et Oui. de souvenirs quand même aussi, comment je dirais ça, assez vifs, parce que c'est à la fois là où j'ai beaucoup de souvenirs familiaux, mais c'est aussi comme là où on a vécu le plus les impacts de la guerre directement au Congo. Fait que, ouais, c'est vraiment une belle ville en fait. Puis Oui. je pense que la raison pour laquelle je me suis installé à Sherbrooke et pas à Granby ou à Montréal, c'est parce que Sherbrooke me fait énormément penser à Bukavu. Parce que c'est une ville avec beaucoup de collines, beaucoup de montagnes. Ah Donc, on oui. se fait des mollets en acier. Là. Et même chose, il y a la couleur. Ici, on a un petit lac. À Bukavu, il y a le grand lac Kivu. Fait que, il y a beaucoup de similarités. Donc, souvent, on retrouve ça de manière consciente ou inconsciente chez beaucoup de gens qui immigrent. C'est qu'ils vont souvent chercher un endroit qui leur rappelle leur lieu d'origine. Oui. Et c'est ça. Et dis-moi, quel est ton plus beau souvenir que tu gardes? À Bukavu, c'est, je pense, la fête de communion. Je ne me rappelle plus, je devais avoir 12 ou 13 ans. Mais ma mère avait organisé un très, très grand, une grande fête. On avait invité tous les gens de la classe, mes professeurs aussi, puis on avait dansé longtemps. Puis je pense que c'est l'une des premières fois que, genre, mon père m'avait montré comment faire un nœud de cravate et tout. Là. Fait que, c'est ça, il y avait comme beaucoup de nourriture. Oui. C'était vraiment le fun. Donc, c'est parmi je veux dire, j'ai beaucoup, beaucoup de bons souvenirs, là, malgré la guerre et tout, mais c'était comme un moment spécial pour moi. Oui. C'est ça. Oh, wow. Est-ce qu'on passe à la deuxième enveloppe? OK. Écoute, moi, j'ai juste hâte d'en découvrir plus. Plus, oui, Raïs. exactement. D'accord, d'accord. Alors, deuxième enveloppe, ça dit décembre 2005. Ah, c'est parfait, mon Dieu, vous avez fait vos devoirs. Hey. OK. Décembre On est Black History, 2005. C'est ça, je vois ça. Décembre 2005, je mets une petite mise en contexte parce que ma mère est arrivée ici au début des années 2000. Après, ça a été très compliqué pour qu'on puisse la rejoindre. Et c'était rendu un running gag avec mes frères et sœurs, parce que nous sommes une famille de 5 enfants. Et à chaque fois, quand quelqu'un disait devine quoi, genre on dit comme on va au Canada. Puis c'était comme non, c'est impossible. Et en décembre 2005, ma sœur est arrivée genre à la maison, parce qu'à l'époque, on avait déménagé au Bénin pour essayer de comme faciliter les démarches. Et ma sœur nous dit les papiers sont arrivés, on va au Canada. Puis, Oh. pas de réaction à la maison. On dit oui, oui, c'est ça. Elle dit non, 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 je plaisante pas, là. Il faut qu'on soit parti dans 2 semaines. Et là, c'est le branle-bas de combat. Et on arrive, il faisait 30 degrés à Cotonou à l'époque. Et quand on prend le premier vol, qui fait un premier arrêt à Paris, il fait 1 degré. On est comme, ah, c'est pas si grave que ça. On arrive à Montréal, il fait -1. On est comme, oh, c'est correct, il fait froid, mais c'est pas si pire. Et le lendemain, il fallait aller faire les papiers de l'immigration et tout. Et il faisait -16. Et là j'ai vu comme une de mes sœurs pleurer en disant, comment ça se fait que c'est si froid, ça se peut pas, c'est pas humain. Là. Et c'était juste le début, mais oui.
donc, décembre 2005, pour moi, c'est la réunion avec ma mère, qui nous a attendu très longtemps, qui était ultra contente de nous voir. On était super contents de la voir aussi. Puis c'est aussi la découverte de comme toute la culture du Québec, là. C'est une de mes sœurs qui rentre, il dit comme, vous savez pas quoi, j'ai goûté quelque chose, là, il y a comme de la sauce, des frites, puis une espèce de fromage. Ils appellent ça comme poutine, je pense. C'est comme, ah, c'est bizarre, ok, on va essayer ça. Mais c'est comme toute cette découverte-là de toute la culture, la différence québécoise et tout. Fait que, ouais, décembre Ça, c'est 2005. fou, hein, parce que des fois, tu sais, pour mettre en contexte, moi, je suis née ici. Ouais. Je suis née à Montréal. Donc, j'ai jamais eu à avoir ce choc culturel-là. Puis on parle souvent là, ben, d'adaptation, en Oui. fait, adopter un petit peu les traditions du Québec et tout. Puis, mais moi, je reviens au moment où tu es vraiment arrivé au Canada. C'est quoi qui t'a vraiment là, marqué le Ouais. plus? Là? Quelque chose que tu dis, oh mon Dieu, je m'étais jamais imaginé que ça pouvait même exister. Ou, Les buffets. les buffets! Ah, mon premier buffet, là, puis je fais souvent rire des amis avec ça. Mon premier buffet, là où je suis allé, j'ai été tellement impressionné que j'ai pris le petit caméscope que ma mère avait là, pour filmer. Là. Je sais pas c'était quoi le but. Est-ce que je voulais envoyer ça à des gens? Mais je voulais être comme, tu sais, documenter que ça existait pour vrai, que j'étais pas en train de rêver. Là. Et c'était un buffet à Montréal. Là. Je me rappelle même plus le nom, mais juste de voir cette quantité phénoménale de bouffe que honnêtement, on voyait seulement la moitié de ça dans les grands mariages ou les grands événements et tout ça, puis de voir comme que c'était accessible comme ça et tout ça, là, Oui. c'était juste incroyable. Là. C'est sûr que après ça, tu as comme la neige, mais tout ça, tu te prépares un peu mentalement en regardant des films et tout ça, je veux dire, auquel nous, on est allé sur la Lune et tout ça, mais mettons, si on irait, on serait comme, ah, ben, c'est un peu comme dans les films, ok, je comprends la Oui. gravité et tout ça. Mais le fait de vivre ça, puis de dire comme, ah, il existe ça, puis la taille aussi des choses, comme tout est plus gros, c'est vraiment plus, c'est à la nord-américaine. Là. Oui. C'est Oui. comme, Oui. quand tu vas en Europe, moi je suis jamais allé en Europe, mes sœurs sont allées en Europe, puis elles me disaient comme, ah, oui, tu as accès à tout, mais elles disaient, ici, c'est comme, Oui, c'est tout est XL. Mais Ouais. j'imagine que exactement. Oui, aussi ton vraiment. rapport à la consommation des biens doit être Ouais, complètement chamboulé. différent, Ouais. Aussi, chamboulé aussi. beaucoup, là. Donc, Donc, tu t'adaptes, là. ouais, c'est comme C'est l'opulence ça, partout. exactement, c'est partout et tout, c'est juste comme incroyable, en fait. Ouais. C'est une bonne expérience. Oui. Ouais, Et c'est- l'immigration, elle s'est déroulée comment? Quand vous êtes arrivé directement à Calgary, il me semble, non? Non, non, Non? c'est ça. En fait, on a vécu à Montréal quelques mois, quasiment jusqu'en août 2006. Et après, alors, on est parti à Calgary. OK. Parce que ma mère avait travaillé un peu ici. Puis, il m'est arrivé une anecdote très drôle. Et souvent, il t'arrive quelque chose, puis tu te rends compte seulement après. Tu es comme, ah, il s'est passé ça. Quand on est arrivé, ma mère était très impliquée dans toutes les affaires communautaires à Montréal. Et elle nous dit, ah, je nous ai porté volontaire pour qu'on aille aider dans... C'était un centre d'accueil pour femmes immigrantes. Elle dit, ils font un événement. Elle a dit, je sais que toi, tu aimes bien un peu l'électronique et tout ça, fait que je t'ai proposé comme être bénévole pour la régie et tout. Et là, moi, j'arrive et tout ça, puis finalement, il y a un problème avec l'éclairage qui est trop fort, et un monsieur qui me dit, ah, essaye de changer ça, baisse-le et tout ça, et j'essaye, je fais, puis finalement, à la fin, le monsieur, il me dit, OK. Et c'est 2 ou 3 ans plus tard que je me suis rendu compte, je dis, attends un peu, c'était Dany Laferrière, là, qui est rendu comme à l'Académie française. Et je dis, waouh! Donc, moi, je venais d'arriver, je ne le connaissais pas. J'étais comme, ah, c'est juste comme un sympathique monsieur qui me Oui. dit comme, qui était là pour faire une petite conférence, puis tout ça. Et des années plus tard, c'est quand je me suis rendu compte que je l'avais rencontré par hasard, là, et tout. Fait que je dis, ah, OK, c'est intéressant. Et Fait que ouais. c'était tout ça, là. Wow. OK. Troisième enveloppe, Raïs. Troisième enveloppe. Voyons voir. On va profiter pour faire une petite Oui. pause. On te fait parler, hein? Ce qui est très dangereux parce que les politiciens, ça peut parler longtemps. J'aime cette photo-là. Je sais pas, est-ce que je... C'est la photo en 2016. J'étais allé à Calgary pour dire à ma mère que
je pensais comme aller faire de la politique pour de vrai, activement. C'était avant ma première campagne électorale en 2017. Fait on avait fait cette photo-là. En fait, on avait fait plusieurs photos de famille et tout. Puis c'est définitivement une de mes photos préférées, là, parce que ça représente un peu comme l'influence qu'elle a eue dans ma vie. Puis toujours cette vision-là courageuse, puis cette espèce de dynamisme-là. Fait que, ouais, Mhm. j'aime beaucoup cette Ah, Il y photo-là. a une anecdote que j'ai lue en faisant mes recherches que pendant votre processus d'immigration, ta mère était retournée vous voir Oui, en Afrique c'est ça. et qu'elle avait amené, je pense, de la musique ou des CD En de fait, chanteurs québécois. c'est ça, parce que ma mère a eu quand même une expérience assez intéressante. Quand elle était jeune, elle a dû fuir comme réfugiée politique, là, puis souvent, tout ce qu'elle avait pour se déplacer, c'était comme le strict minimum, un petit bagage à main et tout. Et son père, souvent pour comme les réconforter, il arrivait avec une valise pleine de comme affaires, cadeaux et tout ça. Puis je pense que c'est ça qu'elle a repris. Donc en 2004, 4 ans après qu'elle soit arrivée ici, puis qu'on ne s'était pas vu et tout, on s'est donné rendez-vous au Bénin pour continuer les démarches là-bas. Et elle est venue avec seulement un petit bagage à main pour elle et 2 grandes valises avec des vêtements, des souliers, des CD à l'époque. C'était des CD de la chicane. Céline Dion, on connaissait déjà, mais plusieurs autres trucs culturels, des livres québécois et tout. Puis elle disait comme, ah, ça c'est comme beaucoup de choses que j'ai appris à aimer dans mes 4 ans ici, là, à Montréal, Mhm. et que je voulais vous faire découvrir. Et elle avait juste comme 2 semaines de vacances là, quand elle est venue nous installer au Bénin, le temps de finir les démarches. Et c'est là où comme elle disait, ah oui, ça t'écouteras, ça c'est bien, c'est ça. Puis elle nous expliquait un peu les différences de langage, que les coffres d'auto se disaient valises, les blondes, on disait que tout le monde disait comme, ah ok, ta copine c'est ta blonde et tout ça. Fait, ouais, c'est un très beau souvenir aussi. Ouais. mm, Parce que c'est comme après 4... Là, ça a été comme vraiment la période de 4 ans. On s'était pas vu, là. Mhm. On faisait juste comme s'écrire. Je me rappelle même à l'époque, on commençait seulement à avoir accès au courriel, là. Ouais. Bon, il fallait aller dans un cybercafé et tout. Et ouais, elle a apporté énormément de choses. Bien sûr, il y avait aussi beaucoup de bonbons, de Oui, sucreries, le oui, oui. truc bien sûr. Oui. typiquement. Fait que ouais, il y a en fait beaucoup de moments comme ça précieux là, qu'on a Mhm. vécu avec ma mère et puis qui nous unissent vraiment dans la famille avec ça. Ouais. Puis c'est Fait que, intéressant et c'est fort de vouloir, tu sais, retourner au pays puis de vouloir imprégner ces enfants de cette culture-là. Peut-être vous préparez, mine de rien, elle vous préparait à votre oui, c'est immigration. ça. Donc, Puis c'est spécial parce que on a grandi un peu dans cette dynamique-là, dans le sens que quand j'étais tout petit, là, on vivait dans le petit village là où mon père travaillait, donc à côté de Bukavu. Et elle, à l'époque, comme elle avait une fibre entrepreneuriale, c'est elle qui surveillait un peu les travaux de la maison familiale. mhm. Donc on était souvent habitué à ce qu'elle parte plusieurs journées ou ben, pas plusieurs semaines, mais plusieurs journées, puis qu'elle revienne après et tout. Mhm. Et après ça, ça a été la même chose pendant ses études. Elle est retournée aux études, ce qui était très difficile à l'époque, là, parce que Ouais. les gens comprenaient juste pas une femme mariée qui retourne faire ses études, pourquoi. Mhm. Et elle voulait vraiment comme aider plus de personnes, donc elle voulait faire des études en médecine. Donc elle a arrêté ça à cause d'une maladie. Puis après, quand il y a eu comme toute la guerre et tout, elle a dû comme partir. Donc, arriver au Canada, comme faire. Fait qu'on a vécu beaucoup de temps là, on était comme proche de notre mère, mais qu'elle devait partir Oui. pour comme, on va dire, préparer la prochaine étape. Mhm. Et c'est assez intime ce que je vais dire, mais quand on a perdu notre mère en 2020 à la suite d'un cancer, on avait beaucoup de peine, mais il y avait comme ce sentiment-là qu'elle continuait sa démarche, qu'on a toujours vécu avec elle, puis qu'elle allait préparer la prochaine étape, là. Ouais. Fait que c'était toujours comme... Puis c'est ça qui, parfois, ça rend un peu l'expérience, on va dire, douce saveur, parce qu'on a grandi avec la dynamique que, ben, maman part pendant comme longtemps, puis elle Oui. revient, puis comme on lui raconte ce qui s'est passé, puis elle nous raconte ce qui s'est passé, puis on a toujours des retrouvailles, mais ça fait qu'elle n'est pas partie complètement, là. Mhm. Puis
tous les 5 enfants, là, quand, à son décès, on a comme un peu associé ça, genre, Oui, comme si elle allait juste préparer une prochaine étape. oui. Puis c'est ça qui rendait la chose un peu plus, comment je dirais ça? Douce. Ouais, c'est ça, Hmm. vivable. Ah, j'ai une petite question pour toi, Oui. encore. Puisqu'on parle de ta mère, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça un Mhm. témoignage vraiment poignant. J'aimerais savoir quelle est l'influence que ta mère, elle a eue dans ton choix de faire de la politique. Ah! Ben, au début, je ne savais pas trop, mais après ça, en regardant un peu tout ce qu'elle avait fait, parce que là, c'est vraiment étrange, mais la mort de ma mère a été aussi un moment une révélation, dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui nous contactaient pour nous dire: «Ah, j'étais ami avec votre mère», ou «Votre mère m'a aidé à telle affaire», ou juste comme à un moment là où ça allait vraiment pas, puis elle était là pour moi et tout. De se rendre compte à quel point elle était impliquée euh, à travers plusieurs endroits, plusieurs pays. Puis on ne parle pas d'implication de genre, elle a partie des fondations, tout ça, mais c'était vraiment des implications de genre. Elle avait une liste de personnes qu'elle appelait: «Comment ça va? Est-ce que tu as besoin d'un peu d'aide? Est-ce que je peux t'envoyer un petit quelque chose juste pour comme t'aider Oui. à passer au travers et tout?» Le soutien moral, les prières, tout ça. Ça a fait en sorte que je pense que c'est inconsciemment qu'elle a influencé tous ses enfants, dont moi, à comme nous impliquer, à essayer de faire le bien dans la communauté, là. Que ça soit comme en faisant du bénévolat, en s'impliquant comme dans nos communautés locales ou dans les paroisses ou dans ce genre d'affaires-là. Ça fait en sorte que euh, son courage de parfois se lever contre des trucs qu'elle trouvait comme qui qui avait juste pas d'allure ou des injustices qui fonctionnaient pas là. Puis toujours le faire avec une certaine pointe d'humour. Je pense que c'est ça aussi qui a pas mal impliqué mon parcours en politique, parce que je me dis, ben, c'est clair que c'est très orgueilleux de se dire: «Ah, j'arrive puis je veux changer les choses». Mais il faut avoir l'attitude, comme elle disait, tu arrives en disant, comme, tu sais que quand tu es né, il y avait comme de la tristesse, du malheur et de la pauvreté. Et en théorie, quand tu vas mourir, il va encore en avoir. Donc, ce que tu peux faire, c'est essayer d'alléger le plus que tu peux, aider le plus de monde que tu peux, mais aussi comme avoir ce sens des responsabilités là. Comme elle disait, elle aimait bien dire comme on est descendant de chefs de village, fait qu'il faut comme prendre soin des gens et tout, fait que Mhm. c'est parti de là. Un C'est bel esprit beau. de solidarité. C'est Oui, ça, exactement. c'est vraiment beau. Hein? Oh. Prochaine enveloppe. Prochaine enveloppe qui va envoyer nos participants aux îles. Non. Alors, sciences politiques, oui. Euh, Quand j'étais plus jeune, on m'aurait dit: «Tu vas faire sciences politiques». Je serais comme: «Non», parce que euh, je me suis rendu compte que moi, j'aime ça, l'exploration. Mm. Quand j'étais petit, ce qui me faisait rêver, c'était comme ça d'ouvrir un atlas, soit d'écouter des trucs, des films historiques et tout ça. Puis j'étais fasciné par les marins de l'ancien temps, ou bien comme mon père adorait la science-fiction, genre les trucs de science-fiction. Et plus tard, en me rendant compte que ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était comme de m'impliquer, de participer et tout. J'avais une discussion quand je travaillais au centre d'appel avec mon meilleur ami, et il me dit: «Ah, tu fais quoi?» Je dis: «Ah, en ce moment, j'étudie en administration et tout». Et lui, il dit: «Ah, moi, j'étudie en sciences politiques». Il me dit: «J'étudie à l'école de politique appliquée». Il dit: «Ah», je dis: «Ah, c'est quoi?» Il dit: «Ben, c'est comme la Sciences Po, mais vu qu'on est beaucoup plus sur le terrain, puis on essaie de trouver beaucoup de stages directs, on appelle ça l'école de politique appliquée». Je dis: «Ben, écoute, je vais essayer, pourquoi pas?» Parce qu'à l'époque, j'étudiais en administration, puis j'avais quand même beaucoup de misère avec mes cours de finance. J'essaie de comprendre les formules, Ouais, puis ouais. parfois on se couchait à 2 heures du matin, puis avec comme beaucoup d'amertume, en disant comme: j'ai pas entièrement compris». Mais le fait d'étudier, d'aller en politique, puis d'étudier le rapport qu'il existe entre les rapports de pouvoir qui existent entre les personnes, les groupes, les institutions, et de me rendre compte que souvent c'est non seulement plus complexe, mais pas exactement ce qu'on pense là. Le pouvoir n'est pas exactement souvent là où on le pense et tout. Et de pouvoir m'impliquer directement.
Ça a fait une différence. Ça m'a permis aussi de faire plusieurs connexions avec comme, plusieurs personnes. Et une des choses que j'ai beaucoup appréciées de mon passage à l'école de politique appliquée à Sherbrooke, c'est le fait que j'ai pu me faire des contacts dans à peu près toutes les branches, on va dire, là, les paliers de gouvernement et tout. Fait que souvent, je peux avoir un dîner ou un café ou juste une discussion avec comme des amis qui sont rendus comme à Québec ou à Ottawa ou ailleurs et tout ça, peu importe comme leurs allégeances et tout. C'est bien de voir que le lien humain euh, va transcender justement ça. Parce que beaucoup de nous, beaucoup de personnes, souvent on va à l'école ou on va à l'université, puis on se dit comme, ah, ben j'apprends des choses pour apprendre à travailler. Mais c'est dommage. Et ce que j'ai appris, c'est que la vraie différence entre aller à Harvard et aller à Sherbrooke, ça va être les connexions. Quand tu vas à Harvard, tu vas être automatiquement connecté avec les enfants de personnes qui sont comme, on va dire, riches ou célèbres ou qui ont comme déjà un statut et tout. Fait que ces connexions humaines-là qui font que, mettons, 6 mois à mon niveau, je vois passer comme un emploi dans la région, puis que je dis à un ami, ah, j'ai vu qu'il cherche quelqu'un dans tel coin, applique. Au niveau des grandes écoles internationales qui sont très réputées, là, la différence, ça va être comme eux, ils vont voir passer des emplois comme beaucoup plus, on va dire, comme Prestigieux. prestigieux, etc. Et que c'est ça qu'il faut apprendre à tirer de l'école, c'est comme créer le maximum de liens humains pour pouvoir justement facilement comme avoir souvent de l'information qui va venir avant que ça soit publié ou qui va juste être à un petit groupe. Et c'est ce réseautage-là que l'école de politique appliquée m'a apporté quand même. Mm. Mais moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus depuis maintenant là, que tu es Oui, rentré en politique oui, active oui. là, dans la ville de Sherbrooke. Mm. D'ailleurs, il faut mentionner, il ne faut pas passer sous silence sur le fait que tu sois le premier homme Oui. noir conseiller municipal de la ville de Sherbrooke. Mhm. Merci. Félicitations, C'est d'ailleurs. un Ouais. gros travail d'équipe, là. Félicitations, d'ailleurs. Est-ce que ça t'a amené peut-être une certaine pression ou est-ce qu'il y a des choses en fait et comment tu vois toi ton apport à la ville de Sherbrooke, ton rôle de conseiller municipal? Qu'est-ce que tu penses que tu peux peut-être changer en tant qu'homme noir Euh, ou amener, pardon? oui, non, c'est ça, changer, amener. Le vrai changement, c'est toujours la perspective que tu apportes. Mhm. Euh, Parce que parfois, ton point de vue ne va même pas passer ne va même pas être considéré si tu n'es pas dans la pièce. Fait que l'important, c'est toujours de rentrer dans la pièce. Puis je me rappelle, j'avais l'habitude de dire à un ami qui trouvait ça drôle, je disais comme, tu sais, à force d'avoir vécu, à force d'avoir eu des expériences difficiles, je me dis toujours comme, quand il y a une porte qui se ferme, là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Fait que Ouais. si tu es dans la pièce, là, ça change toute la dynamique. Mhm. Le fait que tu puisses poser des questions, le fait que tu puisses dire est-ce qu'on a pensé à ce point de vue-là, que ce soit sur la politique d'intégration des personnes immigrantes, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit... Donc, par exemple, vu que je siège sur un comité sécurité et développement social, je peux poser la question de savoir, OK, au niveau de la police, est-ce qu'il y a un programme spécial ou est-ce qu'il y a un programme qui permet justement d'intégrer beaucoup plus facilement des policiers d'origine immigrante ou multiculturelle? Et par exemple, si la personne me dit, ben, on a essayé, pardon, mais on se rend compte que ça bloque souvent quand on est rendu au test de natation. Je me dis, ah ben si c'est ça le problème, je peux facilement comme rentrer en contact avec différents organismes et dire, Ah oui. avez-vous pensé à faire des programmes de natation spécialisés pour comme les enfants issus de communautés immigrantes et tout. Mhm. Et c'est là où ça fait un changement. La pression, je dirais, c'est la même que la plupart des gens issus des différentes communautés vivent. Donc, on est tous avec une certaine pression. Par exemple, j'expliquais à des amis que dépendamment de l'endroit là où je vais aller, je vais m'habiller différemment. Parce que je sais que j'ai déjà eu des différents boulots, différents jobs là où si je suis habillé, on va dire, de manière plus urbaine, avec comme un hoodie et tout ça, là,
les gens vont engager la conversation beaucoup plus difficilement Ouais. que si je suis habillé en costume cravate ou si je suis habillé plus propre et tout. Puis c'est vrai que j'ai des amis qui luttent pour dire comme, écoute, les gens doivent m'accepter comme je suis, puis je m'habille comme je veux et tout. Mais à quelque part aussi, c'est comme, j'essaye souvent de faire le pont pour que quand ça va arriver, quand les gens vont commencer à moins juger sur l'apparence, là, ça va être beaucoup plus facile aussi. Fait que cette pression-là était là, je veux dire, on la porte depuis qu'on on vit, là, fait tout le temps. Mais au niveau de la ville en tant que telle, c'est sûr que il y a, c'est pas une pression différente qu'ailleurs. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille, puis on pose des questions pour que ça soit moins là. Mhm. Ouais. Puis un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut, un jeune de la communauté qui veut se lancer en politique, selon toi, c'est quoi la meilleure qualité d'avoir en tant que politicien? Euh, je dirais beaucoup écouter, Oui. mais beaucoup s'impliquer, surtout. Parce que juste se porter volontaire, moi, pendant des années, en fait, puis la première fois que j'ai, justement, le voyage en 2016, quand j'ai dit à ma mère que je me lançais vraiment en politique active, au début, elle a eu une crainte, là, parce que en venant, ayant grandi en Afrique, en général, la politique, c'est un kit ou double, là. Tu gagnes beaucoup ou tu meurs, là. Il n'y a pas d'entre-deux, là. Mm. Genre, soit c'est le jackpot, là, puis, ou bien c'est comme, bon, ben, c'est fini. Mais après ça, je lui ai dit, écoute, c'est quand même, les conditions sont quand même meilleures ici, puis il y a beaucoup plus d'acceptation, puis il faut faire le chemin et tout. Et au départ, c'est ça, on se parlait beaucoup, on s'écrivait beaucoup, puis souvent elle me disait, ah, t'es encore en train de faire du bénévolat et tout ça, c'est bien de t'impliquer, mais quand même, il faut aussi que tu penses à, tu sais, à avoir comme un boulot steady Mhm. et tout ça. Puis je dis, oui, oui, mais ça va payer, mais c'est que en t'impliquant comme ça, puis en t'impliquant de la bonne façon, là, tu apprends des affaires, mais aussi tu augmentes ton réseau. Moi, j'étais très content quand on a gagné la dernière élection, mais le truc qu'il faut savoir, et souvent je le dis, les gens vont penser que c'est de la modestie, mais je dis, c'était un effort de groupe parce que la journée même des élections, là, il a fallu aller chercher comme des gens pour faire sortir le vote, là. On était 60 mettons, qui se sont relayés toute la journée là, dans l'appartement. Là. Les gens, il y en avait qui venaient pour toute la journée, il y en avait qui venaient juste pour 2 heures. Il y avait des gens à qui j'avais parlé il y avait 2, 3 ans. Il y a des gens à qui j'avais parlé que je connaissais depuis quelques mois seulement et tout. Puis c'est ça, c'est comme juste s'impliquer. Puis après ça, quand tu demandes et que les gens viennent aider, c'est là où tu vois que la force de quelqu'un, c'est pas juste ma force à moi, mais c'est comme la force d'une communauté, d'un groupe de personnes qui disent comme nous, on veut être là pour toi. Même si c'est juste 2 heures cette journée-là, on veut être là pour toi, puis ça fait toute une différence. Fait que c'est comme, le conseil, c'est comme s'impliquer, donner de l'aide, ça peut être pour les petits déjeuners des jeunes, ça peut être comme à l'église, ça peut être comme dans la ville de Sherbrooke a le centre d'action bénévole qui Mhm. recrute des bénévoles, puis que ça te permet vraiment d'élargir tout ton cercle de connaissances et d'amis, là, et plus tard comme de te bâtir un réseau qui va te porter. Ça me parle tellement ce que tu viens de dire. Oui. Ça me parle, ça me parle. Il nous reste une enveloppe, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de la faire rapidement. Oui, c'est ça. Oui. J'aurais voulu un timer parce que là, j'ai l'impression que je m'étale, là. Mais oui, c'est Ah! ça, hein. C'est parfait Mais parce que c'est la je journée. voulais finir en beauté. Oui, c'est ça. Donc, bref, c'est la photo où je suis avec une dinde. Parce que tu es un passionné de cuisine, Je suis Raïs, un on en parle passionné de beaucoup. cuisine Ouais. parce que je trouve que la cuisine, c'est un des moments, c'est quasiment dans notre, on va dire, ADN. La cuisine, c'est un moment là où, on est vulnérable. On n'aime pas manger avec nos ennemis ou les gens qu'on n'apprécie pas. Il y a personne, parfois ça peut te couper l'appétit. Fait que la cuisine, c'est quand tu manges, tu es vulnérable, mais à la fois, tu partages un plaisir. Comme c'est quelque chose qui goûte bon, puis tu veux partager avec des amis, tu veux échanger avec la famille. Il y a longtemps, dans les différentes communautés, l'heure du repas, c'était vraiment sacré. Et le fait de comme d'aimer cuisiner, de partager ça, là, moi, ça me permet de m'adapter Mm. aux différentes personnes. Parfois, j'ai des gros challenges. Si je reçois des amis qui me disent, ah, moi,
je suis végane et que je suis comme, OK, moi, moi en général, je dis, OK, je fais du porc, du bœuf, du poulet, OK, mais ça me permet de m'adapter parce que autant j'ai beaucoup d'amis qui viennent, par exemple, de la communauté musulmane, et que je suis comme, ah, OK, ça, donc je vais cuire avec des trucs halal, comme ça, j'inclus tout le monde, des gens qui viennent de la communauté, on va dire, indienne ou végétarienne et tout. Donc, je trouve que ça m'aide à me dépasser. Donc, je vais chercher ce qui va comme faire qu'on maintient ce tissu-là de dire comme on est un groupe, on est une Oui. communauté. Et avec le temps, pour l'action de grâce, j'ai même appris à faire on va appeler ça des prières non religieuses, c'est-à-dire juste comme rassembler les gens et dire comme beaucoup de nos ancêtres ici, peu importe leur origine, se retrouvaient autour d'un repas. Là, on est content aujourd'hui d'être ensemble, de Oui. partager ce moment et de faire qu'une seule communauté. Là. Ça fait que passe-moi le beurre maintenant. Fait que c'est ça. Oh, mais merci beaucoup, Raïs. Merci beaucoup de Franchement, comme elle le l'invitation. dit, Vania, on aurait pu rester encore Ah oui. 1 heure de Ah, plus. Tout à c'est fait. gentil. Vraiment, merci infiniment d'avoir accepté notre Mais invitation. merci surtout à vous d'avoir parti ça. Donc, Black History, c'est l'organisme fédérateur dont on avait besoin, justement, qui nous permet de nous rallier autour de la vie et des bons côtés aussi de faire partie d'une communauté. Parce que souvent, les organismes, on va partir à partir d'un besoin d'une défense de droits, mais de là, de le faire autour comme d'un besoin d'échange et de partage et de montrer la différente beauté là, de la Exact. communauté Oui. afro-estrienne. Là. Fait Ouais. que c'est génial. Et une petite chose que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'on appartient à un petit groupe avec les différents élus municipaux afro-descendants. Ah oui? Fait que maintenant, nous sommes 25 à travers le Québec. Ouh. Un peu partout. Parfois, il y a des endroits qu'on est comme, ah ouais, il y a un frère là-bas, qu'est-ce qu'il fait là? Wow. Fait qu'on est à Repentigny, on est à Sherbrooke, bien entendu, beaucoup à Montréal, à Longueuil aussi. Mais il y a des sœurs et des frères à Chicoutimi. Le dernier en date, il vient d'un petit village que je m'excuse vraiment, j'ai oublié le nom là, mais je l'ai rajouté dans la communauté. J'étais comme, hey, bienvenue dans le groupe, mais je savais pas qu'il y avait des frères là-bas, fait que c'est ça. Oui, Ah ouais, c'est Tradition, c'est important. Oui, c'est Oui, oui. vraiment important, C'est ça. nécessaire, vraiment. Merci infiniment, Raïs. Merci. Merci, Et, Vania. bonne journée. Merci. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode avec nous. N'hésitez pas à interagir en commentaire, à liker et à partager. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ouais. Bye!